Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club. Bon lundi, t'es en direct à CJMD 96.9 Lévis. Priscilla Audet au micro pour ton show déprogrammé, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, on a un gros show, des invités de qualité, comme d'habitude. Et un sujet, et des sujets très importants, qui va toucher pas mal tout le monde que tu connais, que ce soit tes enfants, ta femme, puis même toi, l'homme. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec mes invités de cette souffrance invisible. Puis je veux commencer par te dire que l'épisode est dédié à mon amie Karina, Dr Karina Poliquin, qui nous a quittés de façon abrupte, trop jeune, trop vite. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je veux que tu te sentes entendu. Je veux qu'on parle de ce qu'on parle pas. De la souffrance invisible. C'est quoi ça? Qui ne se rappelle pas de Robin Williams? Que personne ne se doutait, parce qu'on ne le connaissait pas personnellement, assurément. Mais il ne faut pas oublier de ne pas se comparer. Et même moi, j'en souffre. Puis là, en arrière, j'entends « Higher Love ». Parce que quoi? Parce que j'aimerais juste ça que tu t'aimes. Aujourd'hui. Puis tu as le droit aussi de trouver ça difficile. Mais la grande demande que j'ai, là, c'est d'arrêter de te comparer. Puis je suis la première à le faire. Et quand je te dis te comparer, je te parle de te comparer sur les réseaux sociaux. Combien regardent les stories des autres, les posts des autres, les réseaux sociaux des autres, puis ils ont donc bien une belle vie. Mais en arrière de ça, là, se cachent bien des affaires. Le millionnaire que tu vois qui est sûrement bien endetté que tu n'es pas au courant. Le couple parfait qui se trompe. La maman qui en voulait pas d'enfant. Ramène-toi à toi. Puis moi, je me parle à moi aussi. Ça m'appartient aussi là-dedans. Puis ça existe partout. Mais là, aujourd'hui, on apporte des solutions puis des sujets dynamiques pour t'aider, avec la fin de cette émission-là, de ressortir avec des solutions. Puis aussi peut-être de comment te sortir de l'épuisement. Puis l'épuisement est là pour l'homme aussi. Elle est là beaucoup pour la femme. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de la fameuse souffrance de la femme qui est la charge mentale? Et là, aujourd'hui, à place de parler juste de choses négatives, trouvons des solutions et essayons de comprendre comment ça fonctionne. Mais pour ça, je ne suis pas seule. J'ai la chance en studio d'avoir une amie à moi avec qui j'ai travaillé, que je connais dans la vie personnelle. Alors, je sais que vous avez entre les mains une personne extraordinaire, Lamia, Liz Coaching, qui est là aujourd'hui pour nous parler de ne pas s'épuiser à vouloir performer. Le message s'adresse aux femmes, mais excuse-moi, les femmes ont des papas, les femmes ont des maris. Puis moi, le sujet, comme j'ai dit à Lamia, je vais partir une parenthèse après que je l'ai présenté. Première, bienvenue en studio. Merci. Très contente de te recevoir. Premièrement, vous allez entendre, elle a un magnifique accent. Et ce que j'aime avec cet accent-là, c'est que même quand elle se fâche, je trouve ça mielleux. Alors, Lamia, elle est résidente canadienne, citoyenne, excuse-moi, parce que puis savez-vous qu'elle a plus de connaissances sur notre pays que nous, parce que pour avoir sa citoyenneté canadienne, on passe un test d'histoire. Essaye donc de me poser une question, savoir si je sais la réponse. Et je me souviens même plus, j'ai appris ça par cœur il y a 2 ans, puis on est très content de t'avoir parce que t'es un plus, assurément. Moi, je suis contente de te connaître. Et là, aujourd'hui, présente-toi aux auditeurs qui ne te connaissent pas parce que tu as un gros parcours. Tu as beaucoup d'expérience professionnelle et bien sûr personnelle, mais parlons des professionnels. T'en es rendu où dans ta vie en ce moment? Puis qu'est-ce que tu nous offres? Dans mon parcours professionnel, j'ai 2 aspects de moi, admettons. Mon parcours en ressources humaines, donc connecté avec l'humain, développement humain. Et puis l'autre parcours qui est du coaching au final, puisque sans les ressources humaines, je serais pas arrivée au coaching. Donc ça fait vraiment ces 2 aspects de moi qui font partie intégrante de ma vie. Et puis
à travers ces expériences, il y a aussi toutes mes expériences personnelles qui m'ont amené à faire des liens entre tous les sujets, enfin en tout cas le sujet de l'épuisement qu'on va aborder aujourd'hui, parce que ça fait partie de mon histoire personnelle et c'est pour ça que j'y suis sensible et que j'en vois aussi encore beaucoup de femmes qui sont au bord de l'épuisement et des fois même qui ont frappé le mur. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de ce sujet de par ma vie professionnelle et personnelle, parce que même en tant que professionnelle RH et coach, je vois encore beaucoup de femmes qui s'épuisent à vouloir performer dans leur environnement professionnel, mais en général, ces femmes-là, elles s'épuisent aussi dans d'autres sphères de leur vie. Ouais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que plus tard dans l'émission, je reçois 2 autres personnes, dont William Rousseau, que vous connaissez, qui vient souvent, qui est mon spécialiste d'intelligence artificielle, qui a une compagnie Nexum ou qui fait des audits. Et là, aujourd'hui, je lui ai demandé qu'on allait parler de l'importance de réaliser que les bots, que ce soit ChatGPT, maintenant on a Claude, ils sont créés pour répondre à ce qu'on dit, donc acquiescer à nos dires et ils peuvent nous apporter vraiment loin dans le gouffre. Et c'est pour ça que des gens comme Lamia ou comme Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance qui va venir avec nous aussi plus tard dans l'émission, on a besoin de ces gens-là humains. Arrêtons de dire que l'intelligence artificielle va tout remplacer. Aujourd'hui, dans l'épisode Déprogrammé, on apporte des solutions parce que on va à contre-courant, mais dans le bon sens, parce qu'on parle des vraies affaires. Alors, aujourd'hui, avec Lamia, justement, on va aborder l'importance du côté humain, de encore avoir besoin de, justement, de se connecter. Et tu n'es pas obligé d'être un entrepreneur pour aller chercher du coaching, by the way. Et du coaching, c'est pas de l'accompagnement psychothérapie avec un psychologue. Tu peux-tu donner la nuance, s'il te plaît, par rapport à ça? Oui, le coaching, on est vraiment dans les personnes qui vont se questionner, qui sentent qu'il y a des blocages dans leur vie. Et puis nous, on va essayer justement un petit peu d'aller explorer quels sont les blocages et donner après des pistes pour pouvoir avancer. Puis quand je dis donner des pistes, en général, c'est pas le coach qui les donne, c'est l'accompagnement qui va amener la personne à trouver ses propres pistes. Donc ça, c'est vraiment important. Le coaching, on n'est pas là à donner, en tout cas moi, dans mon approche, on n'est pas là à donner forcément tout le temps les solutions. On amène la personne à réfléchir, à se questionner, à questionner son environnement, ses manières de faire, ses croyances, peu importe, pour l'amener justement à avancer, à se libérer possiblement de certaines peurs, blocages ou quoi que ce soit. On n'est pas des professionnels de la santé mentale. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ça m'est déjà arrivé qu'à travers mes coachings, je sens que la personne est en souffrance et j'ai mentionné à la personne qu'il fallait qu'elle aille se faire accompagner au niveau de sa santé mentale. Donc on est quand même sensible on a une éthique à respecter et moi je ne me considère absolument pas comme une professionnelle de la santé mentale. Puis c'est bon le sujet que tu amènes parce que c'est un disclaimer, parce que moi ce que je vais partager aussi c'est mon vécu, c'est comment je me suis fait accompagner, c'est des conseils que moi j'ai appliqués pour moi et que j'ai vu que ça pouvait fonctionner pour d'autres personnes aussi, mais en aucun cas si bien évidemment vous sentez que vous êtes en souffrance, il faut aller consulter un professionnel de la santé mentale. Donc, c'était mon petit disclaimer. Je pense que c'est important aussi de l'amener, qu'on comprenne quand même la nuance. Un coach éthique, c'est très bien qu'on n'est pas dans d'accompagnement thérapeutique, absolument pas. Et justement, c'est pour ça, comme elle dit, aller chercher de l'aide et aussi, sans nécessairement aller chercher de l'aide, moi aujourd'hui, je te rappelle, à toi qui m'écoutes dans l'auto, à la maison, chez toi, que si tu te compares, ta souffrance va augmenter. Ça sert à ça, les réseaux sociaux, et les statistiques sont fulgurantes. Les taux de suicide ont monté en flèche depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Ça a été prouvé qu'entre 2001 et 2021, le taux de suicide aux États-Unis a augmenté de 31,8 %. Et j'en ai des frissons. Attends. J'en ai des frissons. Le taux de suicide chez les jeunes femmes a augmenté de 167 % aux États-Unis depuis 2010. C'est exactement l'année d'arrivée des iPhones et d'Instagram. Je reste sans voix. À toutes ces âmes qui souffrent, je t'entends et je te dis qu'on t'aime. Alors, moi, je veux casser la glace avec l'épuisement de la femme. OK? Parce que je sais pas si j'ai quelque chose ici là que je pourrais mettre qui serait le fun. Non, on l'a pas ici. Une toune qui pourrait nous donner un peu de... Ah ouais, Survive, pourquoi pas? Mais non, c'est une toune d'amour parce qu'en réalité,
chez l'homme, souvent, je suis une fan qui est sur les réseaux sociaux, qui parle beaucoup, elle est spécialiste en sexualité, puis elle accompagne beaucoup les gens là-dedans, puis elle dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de manquer de sexualité avec leur conjointe. Et c'est un fléau. Il y a l'intimidation et tout ça. Mm-hmm. Si votre femme a une charge mentale saturée, OK, si son cerveau est encore en train de gérer les rendez-vous, les soupers, les chicanes d'école, dans son corps, c'est pas parce qu'elle a un manque d'intérêt envers son chum, c'est que neurologiquement, elle n'est pas capable d'être disponible. Elle n'a pas l'espace mental. Ça, c'est vraiment plus facile. La fameuse charge mentale qu'on entend beaucoup, je veux pas qu'on soit dans un terme usé, il faut vraiment l'aborder parce que c'est réel. Et même si je n'ai pas d'enfant, on a un mécanisme, je pense, la femme dans notre cerveau. Toi, tu as 2 enfants quand même. Mm-hmm. Tu vis, t'es une famille recomposée. Tu as une entreprise. J'ai vécu une migration. Divorce, monoparentalité avec 2 enfants. C'est ça. Puis malgré ça, j'ai quand même une charge mentale parce que notre cerveau va faire tout. Il manque de ça, on va aller là. Puis là, le prochain rendez-vous, le prochain événement. C'est comme si nous, on n'arrivait pas à être assez dans le moment présent. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Lamia? Puis toi, qu'est-ce que tu nous apportes par rapport à ça? C'est avec quel outil ou quel problème que tu as plus vu dans ton travail? Alors, déjà, je me suis posé parce que j'anime des ateliers en entreprise uniquement pour les femmes, justement. Puis, je me suis posé la question, d'où est-ce que ça peut venir? Pourquoi est-ce que les femmes, dans le milieu du travail ou même dans leur vie personnelle, on est aussi épuisées? Et puis, ce qui m'a questionné, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les femmes sont épuisées en 2026, première des choses. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que c'est banalisé. On dirait que c'est rendu une norme dans la société que nous soyons épuisés. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher profondément parce que, comme je te le disais, moi, à travers mon histoire, j'ai vécu un burn-out. Puis moi, c'est un burn-out dans ma vie personnelle, puis surtout dans mon rôle de mère. Donc, ça va peut-être parler à certaines personnes. Ce que je vais dire, d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui vont s'y retrouver, peut-être d'autres moins. Mais l'épuisement concerne toutes les femmes. Peu importe leur situation personnelle, professionnelle, c'est toutes les femmes. Qu'on soit mère de famille, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, avec enfant, sans enfant, monoparental, ça concerne tout le monde. Sauf que les enjeux vont être différents. Et ta question, Priscilla, s'il te plaît? En fait, je vais répondre à ta question correctement. Il n'y avait pas de question. Tu as mis la table sur ce que tu nous apportes aujourd'hui, puis ça l'a levé en moi quelque chose de bouillant. J'ai été dans une conférence. Je nommerai pas la jeune entrepreneur. Elle a 19 ans. Fille de famille entrepreneur. Son père est entrepreneur. C'est beau ce qu'ils font. C'est magique. Et sur scène, j'aurais tellement aimé ça pouvoir me lever, aller sur scène, prendre le micro puis lui parler. Puis que la salle m'écoute. Parce qu'à toi qui m'écoutes en ce moment, tu es un homme, je veux juste que tu saches qu'à l'après de cet épisode-là, tu vas avoir assurément une meilleure vie de couple, assurément une meilleure relation avec ta fille, une meilleure compréhension avec ta soeur. La jeune de 19 ans qui a une super belle carrière entrepreneuriale, qui elle avoue que c'est difficile et tout ça, elle l'a dit, j'aimerais ça pouvoir en faire plus. Des fois, je manque d'énergie, mais je suis pas... Elle a vraiment crié haut et fort qu'elle se sentait en retard et qu'elle voudrait en faire plus. Puis là, moi, d'être assis avec mon neveu, mon filleul, de 18 ans et de lui expliquer, nous ne sommes pas un homme, on n'a pas le même système hormonal, on peut pas performer à tous les jours de la semaine, à tous les jours du mois, de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performante tout le mois, c'est qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. Fait que c'est pour ça que c'est important ce que tu vas parler, Lamia. Et ça m'a crié, je me suis dit, elle est entourée du meilleur entrepreneur, elle a tous les outils. Mais je te dis, cette pièce de puzzle-là, c'est tellement important. Puis il y en a beaucoup des entrepreneurs, j'ai pas la statistique, mais ça l'a augmenté énormément dans les dernières années. Fait que les femmes entrepreneurs, faut comprendre ça, qu'on vit dans un monde patriarcal. Ça, c'est un gros mot, là, mais ça veut juste dire que le système est basé sur le système masculin. Ouais. Fait que c'est comme si toi, t'étais un poisson d'eau douce, puis t'habitais dans une ville qui était conçue pour des poissons d'eau de mer. Écoute, ça peut pas être plus clair que ça. Même le système médical, les études sont faites sur l'homme. Peux-tu croire? Là, nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font des tests. Bon, essaye ça. Fait qu'on est toutes des cobayes. Je le vis en ce moment. Ouais, il faut pas me lancer sur la santé féminine, parce que ça, c'est un autre sujet. Alors, tout ça pour dire que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. J'ai des outils aussi. Tu sais, il y a une fille super connue sur les réseaux sociaux, Aurélie, qui fait des réseaux sociaux et tout ça. Puis elle a fait un tableau. Elle a tout marqué ce que les tâches familiales ont besoin pour que la famille fonctionne, avec les enfants et tout. Elle a surligné ce que son chum faisait.
il y avait peut-être 4 cases sur 40 qu'il faisait. Puis il a mis dans la face. Mais c'est ça qu'ils ont besoin, on dirait. Puis c'est pas pour leur taper sa tête aujourd'hui qu'on vous parle. Au contraire, c'est qu'on veut juste vous aider. Parce que si vous comprenez mieux, tout le monde va mieux. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi une nuance à apporter, c'est que nous, les femmes, on est un peu conditionnées. Puis quand je dis conditionnées, c'est notre éducation, la société, bref, les attentes qu'il y a envers les jeunes filles. Hein, ça commence très jeune. Les filles, les jeunes filles, le caring. Donc on est vraiment dans cette attente où les filles, pas trop décevoir, être douces, calmes, prendre soin des autres. On est vraiment là-dedans, de manière consciente ou inconsciente. C'est un peu comme ça que les filles sont élevées. Et puis, en grandissant, on attend de nous qu'on devienne un peu des Wonder Woman, des Superwoman. Donc là, on doit comme un peu tout mener de front. Et je pense que à travers l'épuisement, je vais parler pour les personnes qui sont en couple, il faut aussi que que la femme, elle demande de l'aide. Puis ça, je sais que des fois, certaines femmes, puis quand je dis demander de l'aide, là je parle dans la vie de couple, mais je pense que dans le milieu du travail aussi, c'est pas évident pour les femmes d'oser demander de l'aide. J'irais même plus loin, d'oser dire, je n'en peux plus, je suis épuisée, j'ai vraiment besoin d'aide. Puis des fois, ce qui m'inquiète aussi, ce que je vois dans la société, c'est que on minimise quand une femme demande de l'aide. C'est comme si, c'est bon, elle va s'en sortir. On minimise vraiment cette demande, puis alors que ça a possiblement coûté énormément à cette femme d'oser demander de l'aide, puis de l'appel à l'aide. Donc, il y a ce bout-là aussi que, des fois, moi j'ai vu des cas où on s'épuise, mais on ne verbalise pas clairement à son conjoint qu'on a besoin d'aide. On est bien d'accord, je mets une petite astérix, que dans un monde normal, on ne serait pas censé demander de l'aide à son conjoint. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que si le conjoint est impliqué de base dans la vie de famille, ça devrait rouler. J'ai un point à t'apporter qui, justement, fait partie d'un de mes épisodes de podcast avec Dr. Christian Aude, qui est sur l'ego. Mais aussi l'épisode sur les relations qui sont un peu mélangées. Le pourquoi je te dis ça, c'est que il faut être en mesure de nommer ses besoins. Fait que la femme, pour ne pas s'épuiser, elle doit être en mesure de savoir ses besoins, de les nommer pour pas arriver au bout avec la frustration et de l'épuisement. Donc, il y a une partie de notre responsabilité qui nous appartient. Puis c'est comme je dis à moi, je peux pas faire de biscuits la semaine. Ça fait partie de ma routine mentale. C'est comme si, même si j'ai pas le temps, je vais le faire pareil. Fait que c'est peut-être ça, tu dis qu'on est précété de même, on est conçu comme ça de nos anciennes balises, je ne sais pas, mais ça fait partie vraiment intégrant de moi. Et l'ego, c'est un idéal qu'on s'est construit très jeune, d'un personnage fictif, inatteignable, parfait. Fait que la phrase de il faut que j'aille au gym, il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille faire mes cheveux, il faut que je fasse ça pour les enfants, fait en sorte que t'es pas dans j'aimerais ça réussir cette semaine à atteindre ça. Donc là, on est dans l'ego, l'épuisement est inévitable. Puis j'ai des noms dans ma tête qui me viennent, des femmes extraordinaires qui en ont plein sur les épaules. Puis il y a des hommes aussi, c'est ça qui arrive, c'est que l'homme se dit « Hey, je suis stressé, moi, à job, j'en ai plein, les culottes, moi aussi. » Fait que les deux, ils sont... La communication, la mienne, c'est-tu la solution? Oui, mais clairement, ça c'est c'est tellement logique et cohérent, mais oui, la communication c'est la base dans tous les domaines de sa vie. Encore une fois, hein, là on parle de la vie personnelle, mais au travail c'est pareil. Je veux dire, si on communique pas correctement ou comme on le souhaiterait, c'est sûr qu'à un moment donné il va y avoir des incompréhensions ou des non-dits, bref, peu importe. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. J'ai une phrase que je dis souvent dans mes ateliers pour les femmes, surtout dans le milieu professionnel. Si tu ne mets pas tes propres limites, personne ne va les mettre pour toi. Puis c'est un de mes collègues RH qui m'a dit cette phrase il y a des années au Québec. Et cette phrase, elle m'est vraiment restée dans la tête. Puis je la répète quasiment à chaque atelier. Puis il y a autre chose aussi dans le « il faut ». Toi, tu disais j'aimerais. Moi, dans les ateliers, pareil, je partage le j'ai besoin de. J'ai besoin d'aller au sport.
parce que ça me fait du bien. Puis même que tu me le dis, on dirait que je le reçois mieux. Mettons, je suis ton conjoint. Vraiment. OK, ma chérie, J'ai besoin... le mercredi, je vais te laisser, je vais aller à l'épicerie, exemple. J'ai besoin d'aller à la danse pour me sentir bien. J'ai besoin de faire ma méditation. J'ai besoin, bref, peu importe. J'ai besoin de prendre soin de moi et de prendre un rendez-vous médical. Parce que souvent on dit, il faut que je prenne rendez-vous. Oui. Puis je suis la première à le faire. Là. Moi aussi, mais c'est difficile de changer les mots, mais c'est important. C'est ça, mais quand je m'attrape, parce que c'est ça, hein, l'objectif aussi, c'est de vous donner des petits cues. Puis là, c'est le premier petit tips qu'on peut vous donner, c'est au lieu de il faut, j'ai besoin de. Puis je sais que cette phrase est restée parce que j'ai eu un retour d'une personne qui a assisté à un de mes ateliers, puis qui m'a partagé. J'essaye d'utiliser plus j'ai besoin d'eux. Puis moi ça me touche vraiment quand je vois que les phrases que je dis restent au final pour les personnes que j'accompagne. Donc ça c'est vraiment. Donc le j'ai besoin d'eux, ça peut être déjà quelque chose qui peut beaucoup aider. Dans le milieu professionnel, le j'ai besoin d'eux reste aussi important. Sauf que, admettons, si on est dans une phase d'épuisement, on sent qu'on en a trop. Là, c'est important aussi de préparer cette rencontre avec possiblement notre gestionnaire et d'apporter des solutions. Des fois, c'est difficile parce que quand on se sent complètement débordé, on a juste envie de pleurer et de dire j'en peux plus. Mais dans le milieu professionnel, on le sait que c'est plus difficile. Déjà, c'est difficile de se montrer vulnérable. On en reparlera aussi, mais c'est pas forcément évident de se montrer vulnérable. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de me décharger. Voici ce que je propose. Puis ça peut être aussi fait dans la vie personnelle, mais dans le monde professionnel, c'est vraiment important d'apporter des solutions. Tant qu'on peut, tant qu'on a la clarté mentale encore pour le faire et l'énergie, il faut. C'est vraiment nécessaire d'arriver puis de le dire aussi. J'ai besoin de et donner des solutions. Il n'y a pas si longtemps. Je pense encore c'est comme ça. Tu sais, les femmes se faisaient questionner à savoir bon, je t'engage-tu parce que ça se peut que tu aies des enfants prochainement. Tu sais, puis il y a un entrepreneur qui disait justement. Ouais, mais quand tu vas avoir des enfants, toi, tu vas arrêter quand? Puis là, elle a regardé, le gars a dit, toi, quand tu as eu des enfants, t'as arrêté quand? J'ai pas arrêté. Fait qu'elle a regardé comment voulant dire. Pourquoi moi, tu sais, automatiquement? Mais en même temps, c'est important, comme tu dis, de mettre ses limites. Puis c'est drôle parce que hier, en préparant d'autres choses, une conférence, je suis tombée sur un article dans le Psychology Today, un site en anglais que tu peux traduire sur l'ordinateur facilement. J'ai pas eu le temps de le lire au complet, mais ça dit le titre du tout. Aider toujours peut te blesser toi. Tu sais, fait que c'est les gens qui veulent tellement faire plaisir. Puis je pense que c'est souvent aussi... c'est une des origines de l'épuisement aussi. Là. Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance va dire, c'est ça, que le parent va aller choisir la facilité. Oui, parce qu'il n'y a pas la puissance, pas la puissance, mais la patience et l'énergie de dire non, puis d'affronter le non. Ouais. Puis c'est ça aussi qui arrive, les gens, ils veulent pas créer d'inconfort, fait qu'ils vont contrôler l'environnement en disant oui à tout, mais en réalité, ils se blessent eux. Fait qu'un article dans Psychology Today, Helping Everyone Else Might Be Hurting You, c'est-tu du sabotage, self-sabotage? Je trouve ça super intéressant. D'accord. T'as amené des solutions de dire j'ai besoin de. Oui. Ça peut être de base. Vas-y. J'ai autre chose qui me vient aussi. Les personnes qui s'épuisent, ça peut être aussi dans les métiers qui sont le soin au final. Il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui prennent soin des gens à différents niveaux et souvent dans les statistiques aussi ce qu'on voit, hein, c'est les métiers de soins et d'accompagnement sont tenus par des femmes. Oui. Donc la psychologie, enfin voilà. Donc gardez en tête aussi que les personnes qui sont beaucoup dans le caring dans leur métier, l'accompagnement, les soins, c'est des personnes aussi qui peuvent aussi avoir une tendance à s'épuiser. Donc c'est important aussi parce qu'ils prennent soin dans leur travail, puis à la maison on est conçu de base parce qu'on est vraiment fondamentalement de même de prendre soin. C'est ça. Puis une anecdote, un gérant dans un commerce au Québec, à Québec, là, que j'ai eu une conversation avec lui. Puis on parlait d'employés, on parlait vraiment de son entreprise. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben justement, tu sais, lui il fait beaucoup de RH, je veux pas, il est dans la gestion de l'entreprise. Je dis, ça doit être quelque chose. Il dit oui, puis je dis en plus, c'est quand tu arrives à la maison, toi à gérer. Il dit non, il dit moi à la maison, il dit clairement, il allait dire qu'il gérait pas grand-chose. Il est allé jusqu'à me dire, il dit moi, je suis du genre là, je suis spontanée moi. Il dit
Si un de mes chums de gars, il m'écrit pour me dire qu'il y a des billets de hockey pour aller à Montréal, je vais y aller. Mais je sais pas en tout, j'ai un rendez-vous important ce soir, j'appelle ma femme, puis c'est ma femme qui prend tous mes rendez-vous. Je sais même pas c'est quoi mon horaire. Hey, là, je la regarde, j'ai dit, bon. J'ai dit, là, très bientôt, là, ça serait bien que tu organises une date, OK? Que tu décides tout. Tu fais juste dire, sois prête à quelle heure? Ouais. Il m'a dit merci. Ce qu'il va le faire, je ne sais pas, mais c'était beau de voir sa naïveté, de me confier à moi un problème de société si majeur. Puis c'est là où on revient à la performance, hein. Parce qu'il a tout l'espace mental pour performer pour son entreprise versus les femmes où justement on attend qu'elles performent de la même manière autant et on le sait que c'est extrêmement difficile pour une femme de performer tout le temps de la même manière, de manière juste physiologique et biologique. On n'est pas faite de la même manière que les hommes, puis nos cycles menstruels viennent impacter notre capacité à performer. Pour certaines, pas tant, pour d'autres, beaucoup. Moi, je fais partie du beaucoup, que mon cycle menstruel vient vraiment impacter très lourdement mes capacités physiques et même cognitives. Puis au-delà de ça, il y a toutes les périodes de vie pour les femmes où, au niveau hormonal, il y a des chamboulements, les grossesses, périménopause, ménopause. Donc, c'est pas juste le cycle menstruel, c'est tout au long de notre vie, en fait, on est... je dirais pas victime, mais on est quand même impacté par notre vie hormonale. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens parce que s'il y a de la compréhension, il y a un meilleur fonctionnement. Parce que c'est pas parce que, exemple, j'avais déjà vu un gars, tu sais, beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que c'est là quand même qu'on nourrit de ce qui se passe en réalité. Tu sais, c'est ça nos médias aujourd'hui. Et il disait, ouais, mais franchement, arrête de faire subir ça à ton conjoint, parce que quelqu'un expliquait c'est quoi les phases des hormones chez la femme. Mais je me dis, mais tu comprends rien, justement. Puis moi, j'aime ça comparer à, tu sais, l'homme qui est fatigué vers 4, 5, 6 heures, là, avant le souper, là. Mais lui, c'est là son crash hormonal. Fait que la fameuse sieste du monsieur sur le divan avant le souper, là, qu'on voit dans les films, là, ben, c'est ça qu'on a, mais pendant une semaine. Puis après ça, l'autre semaine, ben, la menstruation. Fait que c'est important de comprendre que c'est pas contre personne que votre fille, votre mère, votre conjointe vit ça. C'est son corps qui fonctionne de cette façon-là, tu sais. Ouais, puis je trouve ça même triste de penser que c'est contre les hommes. Non, mais quand il y en a qui pensent qu'ils font subir ça parce que arrête d'être de même avec ton caractère. Ouais, oui, c'est ça. Elle doit être dans sa semaine. Ouais. Ben c'est parce que c'est ça. Mais on essaye de gérer comme on peut, mais c'est ça. À un moment donné, plutôt de la compréhension et de l'empathie serait la bienvenue chez les hommes. Puis ça me faisait rire, excuse-moi, sourire, le crash des hommes à 5-6 heures du soir. C'est le pire moment de la journée parce que pour les mères, donc les personnes qui sont parents, on le sait. Ça, c'est le rush du soir. C'est vrai, c'est littéralement le rush du soir. C'est le tunnel du soir. Donc quand t'as des jeunes enfants, c'est le tunnel du soir. Donc là, il y a pas de place pour crash down dans le sofa. Clairement pas. En tout cas, donc je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont s'identifier au tunnel du soir. Moi, mes enfants sont rendus quand même assez grands, donc c'est beaucoup moins intense, mais j'ai connu pendant des années le tunnel du soir où il y en a un qui fait le souper, un qui fait le bain, les devoirs, donc il y a pas de place. Les solutions, tu en apportes, tu vas faire des ateliers. As-tu une date prochainement pour un atelier? Pas encore. J'en ai fait un juste la semaine dernière. Ah, comment ça a été? C'est vraiment... c'est où? C'est à Québec? Ouais, oui, dans une entreprise. Il y avait quasiment 20 femmes en présentiel et un petit peu à distance. Puis je te dirais que à chaque fois je vais faire un atelier, surtout dans le monde corporatif, parce c'est des conférences ateliers que je fais, donc je donne des informations statistiques comme tu fais au début, et après on va plus dans des questions de coaching, et donc on va un peu plus dans l'intime, plus du personnel, et j'ai toujours cette crainte que les femmes, elles osent pas partager parce qu'on est dans le monde professionnel, et au final ça fait tout l'inverse. Ça crée un safe space pour les femmes. Il y a des femmes qui ont partagé des choses extrêmement intimes, et ça m'a beaucoup touchée parce que au final, c'est là où je me rends compte que même dans le milieu du travail, nous les femmes, on a besoin d'un safe space pour partager, pour communiquer,
pour écouter les autres, sans forcément, parce qu'il y en a qui participent pas tant, mais c'est pas grave. Elles sont là, elles écoutent, puis briser cette sensation de oh, je suis pas seule. Ok, je suis pas seule à me sentir épuisée. Ok, en fait, c'est toutes les personnes qui sont là ont les mêmes enjeux à différents niveaux parce que les vies personnelles sont différentes. Mais ce stress de vouloir toujours performer et de s'amener un peu de bienveillance aussi dans le fait que aujourd'hui, mon 50% de ma performance de 100% d'habitude, ça va être correct aussi. Et je voudrais aussi parler des femmes qui n'ont pas d'enfants, que ce soit voulu ou pas voulu, parce que c'est une personne d'ailleurs qui a partagé ça en atelier. Moi, je le vis pas, donc j'en avais pas conscience, mais je trouve ça vraiment important de le partager. C'est aussi des femmes qui ont tendance à vouloir surperformer, parce qu'elles ne sont pas devenues mères et qu'elles n'osent pas. On n'a pas le droit d'être fatiguée. Exactement, c'est exactement les mots qu'elle utilise. Donc, je voulais aussi passer ce message pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Vous avez aussi le droit d'être fatiguée. Très intéressant. Et j'ai envie de dire que les compagnies, que vous ayez des petites et des grandes entreprises, puis que vous ayez des RH ou non, justement, tu sais, engager Lamia pour du coaching pourrait peut-être vous aider à faire, malheureusement, la réalité, performer mieux vos employés en étant bien encore. Oui, c'est ça, performer sans s'épuiser. C'est vraiment ça. C'est vraiment, on veut, dans mes ateliers, ce que je souhaite pour les femmes, puis c'est là où je les accompagne dans la réflexion, c'est de trouver leur équilibre dans la performance. Puis on parle de la performance au travail, mais j'aborde bien évidemment la performance dans tous les milieux du travail, dans toutes les sphères de la vie, pardon, parce que on le sait que quelqu'un qui est épuisé à la maison va pas forcément pouvoir performer à 150% au travail parce qu'on a notre charge mentale, parce qu'on pense à ceci et à cela. Donc c'est à prendre en compte aussi dans les ateliers. On parle de la performance au travail, mais dans tous les domaines de la sphère de la vie. Puis j'amène les femmes à aller voir et à plonger dans, OK, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien quand je performe? Donc, identifier aussi, parce que la performance, c'est bon, là. Moi, je suis une performeuse. J'aime performer, mais j'ai performé des fois au coup de m'épuiser trop fort. Puis c'est trouver cet équilibre de qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je performe, puis qu'est-ce qui m'en draine? Et surtout, identifier qu'est-ce qui m'en draine. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça m'en draine moins? Parce que si c'est au travail, c'est sûr qu'on peut pas tout arrêter du jour au lendemain. Donc, c'est aller trouver des choses. Puis, un des outils, puis vraiment c'est les signes aussi d'épuisement. Je sais pas si on a le temps, Priscilla. Oui. Quelques petits signes. J'aimerais ça. On a un William qui est déjà rentré en studio. Je vais le faire asseoir à côté de Lamia et prendre le micro. Parce qu'on a un homme en studio. Alors, pourquoi ne pas inclure un homme dans la conversation qu'on parle de famille? Enchantée. Alors, William Rousseau de Nexum Intelligence. Oui. OK. Bienvenue en studio. Alors, Lamia, qu'est-ce que tu aimerais continuer le sujet par rapport? On parle bien d'épuiser, performer sans s'épuiser. On parle de la femme, mais la femme, conjointement, elle a un homme dans sa vie. Puis l'homme, on veut l'aider à avoir une meilleure vie de couple et tout ça, même un meilleur patron. Oui, mais les hommes aussi, c'est ce qu'on dit, les hommes aussi font face à l'épuisement, sauf qu'ils le gèrent d'une manière totalement différente. Quand j'ai fait un peu de recherche justement sur comment ça s'exprime chez les femmes et chez les hommes c'est plus via du détachement et du cynisme. Donc je sais pas si ça te parle. Qu'est-ce que t'en penses, William, par rapport à ça, l'épuisement de la femme? Parce que toi, t'as une vie de couple. Papa, famille recomposée, t'es un entrepreneur. En fait, c'est pas recomposé parce que ma fille a 30 ans. Mon gars, mon gars a 3 ans. C'est vrai. C'est une nouvelle famille, finalement. Oui, t'as raison. Ma fille, elle s'occupe d'elle, elle vit des épuisements aussi. Elle n'a pas d'enfant encore, mais c'est fatiguée. Mais quel beau... Quelle belle affirmation. Parce que moi, c'est ça. Des fois, j'avais même pas le goût de dire à les gens autour de moi que j'étais fatiguée parce qu'ils ont tous des enfants et j'en ai pas. Puis justement, t'es pas obligé de payer une entrée dans un spa à 100$ pour te reposer dans une journée. Bref, c'est ça mon message. Alors, oui, vas-y, William. Bon, fait que là, dans le fond, vous parliez contre les hommes. Vous avez dit, on va inviter William. On va inviter William, il va nous dire, c'est vrai, vous avez raison. Ils ont un rôle à jouer, justement. Oui. Non, absolument. Dans la société. Non, absolument. Puis, tu sais, on entend beaucoup l'espèce de charge mentale chez les femmes. C'est vrai. C'est vrai. T'as dit quelque chose tantôt que j'ai trouvé bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pareil, on gère pas les choses de la même façon. Fait qu'il y a aussi un peu de, tu sais, un exemple dans le quotidien, on le vit tous, là, tu sais, mettons, la blonde,
elle voit les choses. Parce que moi, je suis un espèce de... en québécois, on dit une espèce de génie à fly baissé, là, dans le sens que je peux jongler avec des concepts très complexes dans la vie pis tout ça, mais j'ai de la misère à me souvenir c'est quand la récup pis c'est quand les déchets. Là. C'est bon. Ça, c'est un point de charge mentale. Sortir les poubelles à temps. Savoir c'est quand il faut mettre les bacs de feuilles sur le bord du chemin. Absolument, mais en même temps, tu sais, il y a aussi le niveau de gravité de ça. Tu sais, souvent, là, quand on s'ostine, on a un couple solide, moi, ma blonde, là, c'est pas source de conflit pour qu'on chicane, mais c'est un peu de la friction parce que là, faut faire ça. Là, moi, je suis en train de faire d'autres choses, puis ça, je vais le faire tantôt. Non, mais là, tu sais, quand je dis qu'il faut faire de quoi, c'est là que ça se passe. Là, je suis comme, ouais, mais ça peut se passer tantôt, puis c'est pas grave. Fait que, tu sais, il y a un peu, je comprends la charge mentale, mais on n'est pas fait pareil. Puis à la fin de la journée, qui a raison? Ben, et ça, j'adore ça parce que c'était dit à quelque part, je sais pas par qui, Lamia, que lorsque tu demandes à ton conjoint une tâche X, sortir les poubelles, laver le plancher, passer à la balayeuse, t'as pas le droit d'y demander quand. Mettons, on parle dans une journée de 24 heures. Je parle pas dans la semaine ou dans le mois. Mais j'ai compris ça, que lorsque tu dis, exemple, un samedi, tu feras les poubelles, puis là, il l'a pas fait à l'heure que toi, t'aurais voulu que ça se fasse, mais là, il y a un problème de l'autre côté. Il faut comprendre que l'autre a son timeline aussi. Ouais. Mais ça, puis c'est hyper intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est encore dans notre charge mentale tant que c'est pas fait. Je le sais. Nous, ça prend notre espace mental. Tant que la tâche n'a pas été faite, on peut pas fermer le tiroir. C'est ça. Et c'est là où les hommes ont leur propre timeline, mais c'est là où on revient à la notion de charge mentale. La charge mentale, c'est de devoir demander à la personne de faire et que la personne le fait. Normalement, pour nous laisser de l'espace mental, on ne devrait pas avoir à demander de le faire. Ouais. La charge mentale, puis ça, j'ai eu beaucoup de discussions avec le père de mes enfants avec qui je suis et puis actuellement parce que j'avais une charge mentale extrêmement lourde. Puis il me disait oui, mais je fais des choses à la maison. Et c'était vrai. Il faisait des choses. Mais en fait, soit il fallait que je sois après lui, ou soit j'attendais qu'il le fasse, puis je me retenais de pas le faire pour attendre quand est-ce qu'il allait le faire. Et ça prend un encore espace mental, puis ça draine de l'énergie, puis ça mène réellement à l'épuisement. Là. Donc comment dealer avec nous, notre espace mental qui est déjà surchargé, de se dire, tant que c'est pas fait, puis ça vraiment, je tiens à sensibiliser les hommes là-dessus. Oui, vous avez votre propre timeline, mais dites-vous, ok, mais est-ce que peut-être que ça va aider à ce que ma femme, elle se libère de l'espace mental, puis qu'elle soit mieux, puis plus agréable, puis plus de bonne humeur aussi. Je dis pas juste sortir les poubelles, ça va faire que vous allez être plus heureux dans votre couple, mais c'est un peu donner cette sensibilité de, mais en fait, oui, elle me prend la tête, parce que mon espace mental, il est encore plein. Et tant que la tâche n'est pas faite, le tiroir n'est pas refermé dans notre tête. Et c'est un peu comme de prendre des réelles décisions, arrêter de donner place au questionnement. Exemple, comment tu veux que je fasse ça? Tu veux que j'aille là? Fais-le. Et ici, dans mes points, des solutions concrètes que j'avais apportées, prendre des tâches, pas de l'aide. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je vais t'aider à faire le souper, planifier une soirée dans la semaine que c'est toi qui vas faire le souper de A à Z. Donc, la charge mentale, elle est complètement libérée. Ouais. Puis moi, tu vois, le concept de je vais t'aider à faire le souper, il y a déjà un problème dans le vocabulaire. C'est pas de l'aide. En fait, c'est que la personne fait sa part. On est un couple, on a décidé d'avoir une famille ou pas, peu importe, tu fais ta part. Tu te rends compte qu'on dit encore par maladresse de dire ah ouais, t'es venu super sur ton chum, garde les enfants. Mais moi je me suis fait dire aussi mais quand même t'as de la chance, ils te laissent partir en week-end avec tes amis. Ouais, mais tu sais, à un moment donné. Mais je pense que c'est dans le show des programmés, c'est ça, tu sais. Ouais. On va à contre mais dans le bon sens parce qu'il faut qu'on se dise les choses, puis on doit se reprogrammer. On marche sur des vieux mythes, des vieilles sphères. Puis toi, justement, par rapport à ça, William, dans ta vie quand même dynamique et moderne. Et moderne, mais moi, je viens des parents qui étaient un petit peu en avance sur leur temps, on va dire. Donc, moi, chez nous, c'est mon père qui cuisinait. Puis ma mère a dit, c'est égal, lui cuisine, moi, je mange. Tu sais, fait que c'était ça. Donc, moi, mais moi, j'entendais ces choses-là, puis j'étais comme, chez nous, c'est moi, je cuisine aussi. Fait que je dis pas, je vais t'aider, je le fais. Non, c'est ça. Ouais. Fait que pour moi, c'est comme normal, mais
on ne parle pas assez de la charge mentale des hommes non plus. Je vais m'en reprendre. Puis là, moi, je mets cette tune-là parce que ça a été bien populaire de Miley Cyrus. I Can Buy Myself Flower. Puis j'étais comme très mitigée. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de la chanter parce que moi, je suis pas d'accord. C'est comme, justement, t'es une femme powerful, plein de puissance, mais non, je vais pas dire ça. Mais c'est pas vrai qu'on est égal. On a les mêmes droits. On a la même valeur, mais on est différents. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment des complémentaires. Donc oui, tu peux t'acheter toi-même des fleurs, mais je vais te confirmer que tu vas être content que ton chum t'en achète. Alors, c'est mon point par rapport à ça. T'achètes-tu des fleurs à ta blonde, William? Absolument. Oh. Pas juste quand j'ai fait quelque chose de mal. Ils disent que l'inverse, je l'ai déjà dit en ondes, l'inverse de recevoir des fleurs de ton chum, c'est de recevoir un pain aux bananes de ta blonde. Ah. Ben oui. Moi, mon chum, il est plus dans la cuisine, donc moi, il me ramène des petites des petites pâtisseries. Il sait. Moi, les fleurs, c'est moi mon langage, mais lui, il sait très bien que c'est avec la cuisine et la nourriture il va me faire plaisir. Alors, des solutions concrètes, c'est vraiment la discussion. Il faut que les gens ils nomment leurs besoins aussi. Ouais, la femme, il faut qu'elle nomme les besoins. Et puis, tu sais, le système nerveux, c'est quelque chose qui est... je pense aussi sous-coté. On n'en parle pas assez. Je suis pas une spécialiste du tout. Hein. On peut aller beaucoup plus loin dans ce sujet. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'épuisement, donc il y a des signes. Puis les signes, que ce soit cognitifs, rapidement, enjeu de concentration, rumination aussi. On rumine beaucoup, hein, les femmes. Hein. On se refait des scènes 30 000 fois dans notre tête, comme si on analyse, on anticipe. Donc ça aussi, c'est un signe d'épuisement. Tout ce qui est les troubles physiques aussi, hein. On a des signes physiques, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être des tensions musculaires aussi qu'on va avoir dans notre corps. Donc il y a plein de signes, je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qui est irritabilité, l'hypersensibilité, se mettre à pleurer, mais vraiment d'une manière où on se questionne, on se reconnaît plus. Ça, je pense que aussi faut mettre son ego de côté à un moment donné, puis reconnaître que on a comme tiré sur l'élastique beaucoup trop fort et que soit l'élastique il va péter et là ça va être plus difficile de remonter la pente, soit on arrête de tirer sur l'élastique, puis on va essayer un petit peu de le rendre moins tight et en prenant soin de nous au final. Tu sais, tu parlais de s'aimer, bah tu sais, in fine, c'est aussi prendre soin de nous, de s'écouter, de se connaître, c'est quoi nos besoins. Mais tout ça, ça demande aussi une capacité à demander de l'aide, peut-être laisser des choses de côté, que tout ne soit pas parfait, parce que dans les profils à risque, on l'a pas abordé, mais dans les profils à risque des femmes qui s'épuisent, on a la performante, on a la surresponsable, c'est-à-dire qui se sent responsable de la gestion des émotions des autres, qui se rend responsable de certaines situations. On a l'hypervigilante aussi, qui va être tout le temps en train de se demander est-ce que j'ai dit ça, est-ce que c'est correct, non. Donc on a des profils quand même qui sont à risque et c'est correct, ça fait partie de notre personnalité, mais à un moment donné, il faut pas non plus qu'on se rende à cet épuisement. Puis moi, je me souviens quand j'ai fait mon burn-out maternel, hein, c'est vraiment épuisement maternel que j'ai fait. C'était la phrase qu'on m'a dit, puis là vraiment je veux la partager avec mon médecin c'était mon médecin de famille à l'époque, il m'a dit je veux vous arrêter. J'ai dit non, je veux pas m'arrêter. C'était pendant Covid en plus, donc hein, voilà. J'ai dit non parce que je vais me sentir encore plus isolée. Il m'a dit soit vous vous arrêtez maintenant et on va vous arrêter juste quelques semaines, soit vous poussez et ça va être un arrêt de plusieurs mois que vous allez avoir. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des signes, je me sens épuisée, il faut mettre les freins avant d'aller frapper un mur, parce que frapper un mur après, c'est quand même plus long de s'en remettre. Donc, effectivement, c'est prévenir avant de guérir. Vraiment. On va terminer là-dessus, mais il y a un couteau à double tranchant. Il y en a trop qui ont été rapidement mis en congé de maladie pour des raisons, pas qui n'étaient pas valables, mais qui fait qu'il y a beaucoup de jugements autour de ça. Amusons-nous pour terminer la chronique extraordinaire de Lamia. Comment qu'on te rejoint? Lys Coaching sur les réseaux sociaux. LYS Coaching. Ouais. Alors, je vais vous faire un quiz. C'est pas la question que je pose normalement. Faisons le quiz. À savoir... Selon vous, dans quel pays la femme serait le moins épuisée dans le monde? Moi, j'aurais tendance à dire les pays... ouais. Mais... J'ai le top 9 là, pour vous dire. Fait que, mettons, je voudrais que vous me classiez le Canada, les États-Unis, puis essayez de deviner, mettons, dans les 3 premiers.
Les États-Unis, pour moi, je les mets en dernier. Il n'y a pas de congé maternité dans ce pays, donc pour moi, c'est... Ouais. Sauf si ton employeur te l'accorde, mais de base, dans le droit du travail, il n'y a pas de congé maternité. Donc, un pays qui n'accorde pas un congé maternité aux femmes, pour moi, déjà, il y a un enjeu. Wow. Oui, c'est un enjeu sociétal. Donc, pour moi, les États-Unis iraient en dernier. Alors, vous avez gagné. Oh, yeah. Parce que justement, les États-Unis, comme on voit ici, 43% des travailleurs américains se sentent toujours épuisés, mais taux d'épuisement, c'est 43%. Les femmes américaines portent une des charges domestiques les plus lourdes des pays développés. Taux de burn-out féminin les plus élevés du monde occidental. On pense que les États-Unis, c'est le rêve américain, ben là, je te dis que là, je parle même de moi, là, de la femme qui reste à la maison, du mari. Mais en fait, il n'y a pas de congé maternité parce que dans leurs mœurs, c'est peut-être pour ça qu'ils se marient très rapidement lorsqu'ils se datent et que ça va bien, parce que la femme va rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais il se doit que l'homme ait un salaire qui paye pour ça. Je pense que la crise économique fait en sorte que c'est plus temps réel. Alors, très intéressant. Et le Canada, vous pensez qu'il se situe où? On était dans les 10, hein, c'est ça? Ça, c'était le 9e. Top 9. On est dans les plus épuisés, je pense. Moi, non, je dirais moyenne, parce que les hommes sont quand même assez impliqués dans la vie de famille par rapport à moi, ce que j'ai pu voir dans certains pays d'Europe. Ah ouais, non, on est quand même... On est 8e. Ah ouais, juste avant les États-Unis. Les tâches domestiques. Ah, je suis vraiment... Ouais, c'est ça, c'est en réalité... Le Québec est en avance sur le Canada. Ah, les pères québécois s'impliquent plus que ceux des prairies. Ouais, mais les prairies ressemblent plus aux États-Unis aussi, hein. Je pense et les femmes sont toujours 54 minutes de tâches de plus par jour. La charge mentale reste banalisée. Mon Dieu, Lamia, on dirait que tu as écrit cette statistique-là. Alors, très intéressant. Et vous étiez les deux, pourriez être fiers parce que vous aviez compris quand même les premières. Alors, à ceux qui nous écoutent en auto à la maison, nous parlons dans quel pays la femme est le moins épuisée. Alors, où qu'on devrait naître si on est une femme, non, c'est une blague. Premier, c'est l'Islande. Le modèle de référence, chaque parent a droit à, chaque parent, 1 an, je pense. 6 mois de congé parental, non transférable à 80% de salaire. Mais les entreprises doivent faire... Tu sais, il faut que tout va bien pour que tu en arrives à ça. Ça veut dire que les entreprises sont en santé, hein, bref. Entre 74 et 90% des pères prennent leur congé. Ça veut dire que les deux parents seraient en congé simultanément. Mais c'est possible de le faire au Québec aussi, au Canada. Ah oui? Oui. Ah oui? Ouais. OK. Mais c'est pas tant fait. Mais il y a possibilité de le faire au Canada. Donc, je pense que c'est des nouvelles lois parce qu'ils disent que les couples qui ont eu un enfant après la loi de 2000 ont moins divorcé. Par rapport à ça, sûrement qu'il y a plus de temps. Deuxième pays, je vais juste nommer les 3, c'est la Norvège. Seulement 17% des travailleurs norvégiens rapportent se sentir toujours épuisés, contre 43 aux États-Unis. Semaine de travail moyenne, 33 heures. Puis, le quota parental est non transférable. Je sais pas pourquoi ils disent ça, les pères. Et le 3e, la Suède. C'est pour ça que vous étiez complètement dedans. La Suède, les jeunes couples suédois qui partagent les tâches les plus équitablement en Europe. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Et aussi, la Suède est la plus longue histoire des normes d'égalité. C'est ça que je dis. On est égaux, mais on n'est pas pareil. Les normes d'égalité institutionnalisées dans les politiques publiques depuis les années 70. Et après ça, 4 Finlande, 5 Danemark, 6 Nouvelle-Zélande, 7 Suisse. Alors, vous étiez amplement dedans. Les pays nordiques ont souvent la cote dans plusieurs sphères de qualité, je trouve. Ouais. Il fait peut-être fret, mais il fait bon vivre. Rappelez-nous, quand vous avez des questions sur les pays scandinaves, on est Nous là. sommes spécialistes. Oui. Je me décrète spécialiste. Oui, exactement. Le système éducatif est bon aussi. On va poursuivre après une courte pause avec William, mon spécialiste d'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir rejoindre mon invité de ce matin, Lamia, comme on dit, sur List Coaching, sur Instagram et Facebook. Merci, je vais te réinviter, c'est sûr. Merci. Alors, sachez que vous pouvez vous sortir de l'épuisement parce que vous pouvez performer sans vous épuiser grâce à Lamia, que vous êtes les entreprises. dans les entreprises. Elle fait du coaching pour les femmes. Si vous êtes entrepreneur ou êtes propriétaire d'entreprise, RH, c'est sa spécialité. Alors, de retour après la pause, nous allons parler justement de la souffrance invisible reliée aux réseaux sociaux, mais surtout à l'intelligence artificielle. Écoute ça. De retour dans le show déprogrammé qui va à contre-courant et mettre dans le bon sens avec William Rousseau de NexumIntelligence.ia. AI.
Merci d'être en studio. Toujours un plaisir. Oui, un plaisir. Moi puis William, on a connecté en entrevue ici dans le studio parce que je suis passionnée d'intelligence artificielle et comme je dis si bien, je ne peux pas faire tous les diplômes, alors je m'entoure des meilleurs. On s'en sortira pas. L'intelligence artificielle est là pour rester. Il faut l'utiliser à bon escient. J'ai proposé un sujet. Comme vous savez, en début d'épisode, j'ai décidé de dédier ce show à Karina Poliquin, une de mes amies que j'ai eu la chance de connaître intensément. Rapidement, elle m'a inclus dans sa vie, comme j'ai bien dit, et elle a quitté malheureusement aussi intensément. C'est une personne qui, j'avais beaucoup d'admiration dans tout ce qu'elle osait faire et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça, j'avais envie de parler de souffrance invisible. On sait aujourd'hui, on a des chiffres qui parlent. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a plus de suicides. Et là, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet, les fameuses conversations qu'on a avec nos bots, qu'on appelle, que ce soit ChatGPT, maintenant Claude. Y a-t-il d'autres robots que les gens utilisent, des chatbots que eux, en ce moment, pour parler conversationnel? Ben, conversationnel, OpenAI, ChatGPT est un peu le plus utilisé. Le plus utilisé, le Kleenex des AI, je te dirais. Et toi, tu as des termes que je comprends pas. Hein? Kleenex. Le Kleenex, un mouchoir, tu sais. Ah, le Kleenex. Un mouchoir, on appelle ça un Kleenex. Ben, comme ChatGPT est devenu un peu mainstream avant les autres, c'est comme si on appelle tout ChatGPT, mais il y en a d'autres. Mais c'est quand même le plus, on va dire, accessible. Tu sais, les gens qui utilisent Claude et comme moi, on code avec ça, on l'utilise pour un paquet de trucs, mais la majorité des gens utilisent ChatGPT. Donc, le conversationnel va être plus avec ChatGPT. Et moi aussi, j'ai procédé à aller vers Claude et j'ai maintenant la formule gratuite avec Chat parce que ça me convient pour balancer le tout. J'ai été la victime aussi de ça. Puis quand j'ai eu le goût de vous parler de ça aujourd'hui, là, la comparaison des réseaux sociaux, c'est que j'en souffre aussi et encore. Puis c'est ça qui arrive, c'est que notre cerveau fait des biais, OK? Vous savez qu'il y a le biais que j'ai dit l'autre fois en ondes, que notre cerveau va malheureusement faire automatiquement plus confiance à une intelligence artificielle qu'un être humain. Ça, c'est prouvé scientifiquement dernièrement. Et aussi des biais de comparatif, c'est la pire affaire. Le meilleur exemple dans le cours que j'ai appris, c'est le gars qui gagne la médaille d'argent. Il est déçu parce qu'il aurait pu gagner la médaille d'or. Mais ça, c'est son cerveau qui lui ment. Puis t'as le gars de la médaille de bronze qui est fourrette, qui est content parce que lui, il a failli ne pas gagner une médaille. Fait que, tu sais, quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on se compare, là, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte qu'on se sent en retard, qu'on se sent pas assez, qu'on se sent pas compris. Mais en réalité, c'est pas la réalité. Puis, malheureusement, est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Y a-t-il une façon de contourner le fait, William, que nos robots conversationnels, ChatGPT, qui vont toujours nous dire ce qu'on va entendre, puis ils vont nous amener dans le gouffre? Si on va dans un gouffre, il va nous donner une tape dans le dos, puis il va nous y amener sans même qu'on s'en rende compte, j'ai l'impression. Ben, c'est arrivé. Hein, je te parlais par texto. Il y a eu un cas plus populaire d'un suicide qui était... en fait, la personne conversait avec GPT, puis à un moment donné, les signes de... Je pense que je vaux pas grand-chose. Bon, tu sais, des signes qu'un thérapeute aurait attrapé ou qu'un proche aurait attrapé, ben là, on l'a un peu conforté dans ça, finalement. Puis là, finalement, il s'est suicidé. Puis là, ben, tu vas me dire, ouais, OK, la personne était fragile. Ben, justement. Oui, il y a des façons, notamment, moi, comment je l'utilise. On parlait un peu plus pour le travail, tu sais, de faire des system prompts, des master prompts, tout ça. Ben, moi, au niveau, je m'en sers pas comme un thérapeute, dans le sens que je me confie pas à ça. Non. Ben, tu te confies à qui, toi? Moi, ce que j'aime de l'intelligence artificielle, quand c'est bien utilisé, ça peut être un excellent miroir. Mais un miroir pour voir ce qui est déjà là. Tu sais, comme si tu le promptes à te faire voir tes angles morts, à regarder une situation d'une façon... Parce qu'en parlant avec toi, à un moment donné, il comprend un peu comment tu penses. C'est la beauté de la chose, mais c'est la laideur de la chose s'il est pas programmé pour ça, parce que justement, il va... Tu sais, ils ont été faits
pour être sympathique, pour que tu aies envie de les utiliser. Alors, tu sais, il n'y a pas grand monde qui aime ça se faire dire ces 4 vérités dans la vie. C'est inconfortable. Mais c'est comme si tu étais avec des amis qui constamment pensent comme toi. Fait qu'ils t'amènent toujours dans la même direction unilingue. Pas unilingue, mais tu sais, dans une voie. Puis tu te rends compte 5 ans plus tard, mon Dieu, j'avais dormi des œillères, puis c'est pas ça la réalité, tu sais. Puis en plus que notre cerveau a constamment des biais qui font en sorte qu'il nous ment ou la perception, il y a la distorsion cognitive. Fait que tu sais, quelqu'un qui fait de la distorsion cognitive, je peux te le dire avec l'intelligence artificielle qui peut profondément y aller? Oui. Tu peux partir avec une espèce de, tu sais, pour te faire si tu voulais te faire un custom GPT. Ça serait le fun parce que c'est ça que je veux que les gens partent avec des outils. Parce que même si ça peut être un papa, une maman. Bon, ben là, moi, mon ado, je sais très bien qu'il parle avec chat puis je suis pas là. Ben peut-être installer un master prompt pour dire à ton enfant, tu utilises ça, tu vas avoir des meilleurs résultats. Oui. Ben, de toute façon, c'est un peu d'éduquer les gens sur, tu sais, c'était prévisible. On n'y a pas pensé, mais c'était prévisible que des gens allaient plus se confier à un robot qu'à un humain parce que t'as pas l'espèce de peur du jugement. Mais en même temps, ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour te dire un peu ce que tu veux entendre. Puis, mais par contre, quand on sait ça, on peut, un exemple, se faire un custom GPT où est-ce qu'on notre master prompt, il n'y a rien de mieux que l'AI pour programmer de l'AI. Fait qu'on peut dire, pose-moi les 50 questions, mettons un départ, pose-moi les 50 questions les plus pertinentes sur moi. Déjà, c'est un départ. Puis, au fil des conversations, il va voir aussi comment tu penses, dans comment tu interagis. Puis là, moi, c'est plus... Moi, mon GPT, ou peu importe ce que j'utilise, me dit pas « t'es beau, t'es fin, puis t'as des idées de millionnaire tous les jours. » là. Ce qu'il me dit, c'est plus quand que je réfléchis. C'est un compagnon de réflexion où est-ce que je vais vouloir voir tous les angles d'une situation. Puis, il est programmé pour aller fesser dans mes angles morts. Enfin, oui, William, ça, toi, t'as tendance à t'es une bonne personne, fait que t'as tendance à faire confiance. Tu sais, il y en a, c'est coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Moi, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Exact. Mais il va dire, ben, toi, t'as cet angle-là par défaut. Donc, c'est comme si par défaut, tu vas penser, ben moi, en bon français, je fourrerais pas personne. Donc, après avoir fait les 50 questions, OK. Mais comment qu'on peut faire pour ne pas que l'intelligence artificielle nous nourrisse dans notre idéaux, dans nos mentalités à nous, puis qu'il reste pas neutre? Ben, c'est qu'avec les 50 questions, après ça, on va dire, OK, avec ce qu'on a découvert là, comment j'ai répondu, tu lui demandes, crée le master prompt qui va faire en sorte que tu vas pas me dire ce que je veux entendre tout le temps, que tu vas pas être complaisant, que tu vas m'amener plus loin dans ma réflexion, que tu vas me faire voir les angles morts, que tu vas me poser des questions rhétoriques pour m'amener à certaines conclusions. Tu sais, un peu socratique, tu me poses des questions pour éclaircir, je te réponds, tu m'amènes là, c'est lui-même qui va faire le master prompt par rapport à ça. Puis un coup que tu l'as puis t'es satisfait, tu vas le mettre comme fichier dans ton oui, dans ton dans le fond, tu mets comme fichier dans tes projets ou tu mets dans ton fichier dans ton ordinateur, puis il faut tout le temps tu le copies-colles dans l'intelligence. C'est ça, c'est que tu peux quand tu crées un custom GPT, ben tu peux lui donner le fichier du master prompt qui est là. OK? Donc, il n'y a pas besoin de leur donner. C'est ce que le monde ne font pas dans des conversations standards où est-ce qu'il n'y a comme pas de mémoire, comme pas de référence, il n'y a pas d'instruction. Tandis que là, il y en a des instructions. Donc, si je parle d'un custom GPT que j'ai fait moi-même avec ces guardrails-là, là, j'ai ce que je veux, là. OK, là, je viens de comprendre, là, parce que mon chat GPT, de base, que je repars toujours une nouvelle conversation, ouais. Est-ce que la mémoire a ce master prompt-là d'imprégner ou non? Tu me dis que... Alors, toi, mettons exemple, on utilise un GPT qui s'appelle Oriel, j'utilise un qui s'appelle Marketing, qui est déjà conçu. Ouais. Je peux me bâtir mon propre GPT avec les garde-fous, comme tu appelles, parce que des garde-fous, d'ailleurs, maintenant, il y en a sur le suicide, parce que clairement, des fois, je parle de quelque chose, puis
êtes-vous correct? Voulez-vous consulter? Oui, c'est sûr, il y a eu des précédents. Alors là, ils vont resserrer ça. Il y a des garde-fous, comme on dit. Là. Oui, il y a des garde-fous, mais c'est pas parfait. Puis tu sais, il y avait le show de Stéphane Bureau l'autre fois où est-ce qu'il parlait de... Bon, c'était une reprise, je l'avais déjà vu, mais tu sais, il parlait de l'intelligence artificielle, tout ça, puis t'as des thérapeutes, là, des psychothérapeutes qui étaient là, puis qui disaient, on le remettra pas dans la boîte, mais il faudrait qu'on en ait un qui est vraiment supervisé par un humain en arrière, parce que il y a certains signaux que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, un AI va pas nécessairement capter, là, même si tu as mis des guardrails. Fait que monitorer tout ça, ça peut être... parce que la thérapeute, ce qu'elle disait, elle dit, on l'a, la statistique, les gens se confient plus à ça qu'à un humain, donc peut-être de tabler là-dessus puis de dire, ben, OK, mais on en fait un qui est vraiment encadré par, mettons, l'ordre des psychologues, puis qu'il y a quelqu'un en arrière qui voit ces interactions-là pour être capable de... S'il y a des phrases clés, tout ça qui peut intervenir, parce que ça doit être quand même complexe, mais c'est super intéressant et ça se ramène à ce que j'ai dit tantôt. L'humain est essentiel. C'est ça qui arrive. Puis il y a un homme d'affaires qui a plusieurs gyms, Québec, Montréal, je pense, puis il a dit ouvertement qu'il a voulu... clairement, il t'a pas appelé. Non. C'est ça qui arrive, c'est ça que j'ai dit. Tu ne peux pas dire parfait, Claude existe. Mon Dieu, Claude fait tout. Il peut même presque laver mon char. Puis là, je te niaise pas. Claude, là, c'est le nom de mon père, oui, à ceux qui peuvent savoir, mais c'est pas ça. C'est que c'est une intelligence artificielle qui est très complète, qui sort un livre de recettes en claquant des doigts. Et il peut faire du coding, il peut faire plein d'affaires. Sauf que t'as beau avoir une intelligence artificielle qui fait tout, mais si t'as pas un William en arrière, tu t'en vas où? C'est comme, j'ai beau avoir toutes les pièces de la BMW, là, avoir une vidéo YouTube, je suis certaine que j'arriverai pas à monter le char. Tu sais, c'est une façon de parler qu'à un moment donné, tout ne se fait pas, tu sais. T'as beau avoir une hache, mais il faut que tu prennes tes bras puis que tu coupes l'arbre, là, tu sais. Ben, comme je le dis souvent, là, tu sais, les gens qui ont peur de se faire remplacer par ça, c'est pas ça qui va arriver. C'est, le nouveau skill, c'est d'être un directeur d'AI. C'est-à-dire, si tu es capable, toi, de sortir de la productivité, de la précision, de l'AI, t'es en demande. Parce que ça prend des pilotes, là. Fait que c'est pas demain... Puis c'est même, on le voit, nous autres, on code, avec Claude, ça, puis c'est vraiment efficace. Mais on attrape des choses, des fois, où il va dire, même si on lui donne des instructions extrêmement claires. C'est un peu l'équivalent d'un master prompt, là, OK? Mais dans le fond, c'est pas mal plus complet que ça. Ben, de temps en temps, lui, pour bien faire, parce qu'il est bien intelligent, il va dire, mais je vais faire ça à la place. Tu sais, faut que tu l'attrapes, là. Faut que tu fasses, non, on fait pas ça. C'est écrit là, l'as-tu vu? Tu sais, il y a, fait que d'être capable d'avoir ces skills-là sur le marché du travail, vous êtes précieux. T'sais, c'est pas genre ça va tout faire tout seul puis personne va regarder ça. Puis surtout pendant les prochaines années, ça accélère tellement vite que il faut avoir une espèce de prudence aussi, de dire on va regarder le processus par lequel il se rend là puis le résultat final aussi. Un des dangers aussi, puis là pourquoi il faut garder de l'humain dans la loupe dans le domaine du travail, c'est que l'AI a de la misère, c'est génératif. Donc, il y a de la misère à être déterministe. Donc, si tu travailles dans un système où tu crées un logiciel qui doit faire des calculs précis, ben il faut que si je fais 50 fois la formule, puis que ça donne 50, il faut que ça donne 50 fois. Parce qu'il est très créatif et artistique des fois. Oui, alors tu sais, il y avait des logiciels avant l'AI, donc si le logiciel calculait quelque chose, puis que tu refais le logiciel ou tu refais une nouvelle version de ça, c'est dans le code que le calcul repose. L'AI est une bonne couche superficielle pour interpréter le data qui a déjà été, ou classer le data qui a déjà été calculé, mais faut pas que tu demandes à l'AI de faire ça parce que lui, sa job, c'est de prendre des chemins différents à chaque fois pour en trouver un qui est plus efficace. Mais là, t'as le danger du non-déterminisme qui fait que on arrive à un certain moment donné à ça donne plus 50, ça donne 52 pour des raisons obscures. Fait que c'est pour ça que pendant une couple d'années encore, les gens qui ont cette connaissance-là, qui sont capables de superviser de l'AI, savoir dans quelle couche j'en mets, où est-ce que où ça chaîne, puis où est-ce que c'est dangereux d'en mettre, ben ces gens-là, sur le marché du travail, vont avoir des jobs pendant un bon bout de temps, là.
Alors, c'est important d'être accompagné par quelqu'un qui connaît ça, du fait que, bon, ben là, telle application, tel logiciel, tu ne t'en débarrasses pas parce que il y a une fonctionnalité. C'est comme exemple, il sait très bien, puis c'est ça que j'aime, c'est mathématiquement qu'il va toujours arriver au résultat. Mais sachez que votre intelligence artificielle, vous allez poser la question 50 fois, la même question identique, vous n'aurez presque jamais la même réponse, puis même des fois faire attention, parce que moi je travaille avec ça, puis il corrige mes textes, puis moi je suis une créatrice ici, puis c'est vraiment moi qui fais mes textes. Oui. Mais il va changer, là je pogne les nerfs. Oui. Mais là, je vais me faire un bot à moi conversationnel avec des garde-fous que je vais l'interdire de reformuler ma syntaxe et ma tournure de phrase en réalité, parce que lui, il se pense bien meilleur. Là. Oui. C'est vraiment ça. Oui. En plus de se penser bon, il dit ce que tu veux entendre. Fait que si tu veux aller dans le fossette, c'est avec lui que tu vas y aller. Ça, c'est sûr et certain. Ah, il va Tellement et Louise. Oh, oui, let's go to the ravin. Ensemble jusqu'à la fin. OK. Donc, l'outil... Si tu étais un parent qui nous écoute à la maison, tu es un utilisateur d'intelligence artificielle, William de Nexum Intelligence, tu as bien dit de créer des garde-fous dans une conversation. Donc, ça veut dire comment qu'on fait pour ma dernière question. J'ai beau l'avoir dans ma tête, je cherche parce que tu peux démarrer des projets dans ChatGPT, tu peux toujours repartir une nouvelle conversation. Oui. Comment qu'on fait pour se faire à nous, là, tu sais, Ben, le concept de projet, une certaine mémoire, qui est meilleur, mettons, dans Claude, projet où est-ce que t'as une mémoire. Donc, si j'ai plusieurs conversations dans un projet, ben ici on repart pas de zéro, il y a un contexte. Okay. Fait que ça c'est cool. Je peux pas te jurer que, parce que GPT ça fait longtemps que je m'en sers à peu près plus, oui. Fait que je peux pas te jurer que c'est la même chose pour ChatGPT. Mais dans ce cas-ci, c'est que tu pourrais créer un projet dans lequel tu vas mettre ton espèce de document master prompt, des questions puis tout ça. Et là, peu importe, dans ce projet-là, quand t'as des conversations, le contexte demeure, la mémoire demeure. Puis en même temps, il va suivre les règles pour être capable. Fait que tu sais, si je suis un parent puis mon enfant chat là avec l'intelligence artificielle, je peux faire ça peut être un projet cool avec ton kid aussi, de dire hey, on va en faire un qui va vraiment te faire avancer là. Tu sais, il va pas te dire que t'es beau, que t'es fin tout le temps, il va pas non plus te dire t'es une merde, parce qu'il y a eu des espèces d'intelligence artificielle de coach là, comme un qui s'appelait Monday là, tu sais, genre il t'ouvrait ça puis tu sais c'était un sergent caporal là, tu sais, là, il était genre arrête de te pogner le cul puis genre tu sais go là, tu sais fais quelque chose là. Arrête de te plaindre. Allô? Mais en réalité, ce que j'aime là-dedans, c'est que je suis pas une fille qui aime ça donner des étiquettes. J'aime pas ça porter des étiquettes, mais il reste que si tu te connais ou tu as des choses qui sont importantes dans ta vie que tu sais. Exemple, soyons clairs et honnêtes. Quelqu'un souffre de schizophrénie ou de bipolarité, exemple. Puis il utilise l'intelligence artificielle. Peut-être que dans son master prompt, ça serait intéressant et très important, il doit dire à l'intelligence artificielle, j'ai ça dans moi. Oui. Donc, tu sais, t'assurer de comprendre. C'est ça aussi. C'est, oui. Je suis une célibataire, je veux des enfants. Tu sais, de dire vraiment qui tu es ou qui tu veux devenir pour qu'il t'enligne vers le chemin que tu veux aller. Oui, exact. C'est ça, utiliser... Pas entretenir la désillusion, puis l'espèce de... C'est ça. Mais il y a moyen de le faire. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a moyen de le faire, mais c'est parce que les gens ne le savent pas, en général. Puis là, ben on va dans une conversation normale, puis là, ben on a la programmation qui vient avec, là. J'ai en studio Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance qui se joint à nous. Elle vient d'arriver. Je rouvre tranquillement son micro. On va parler ensemble parce que je l'ai fait venir plus tôt pour qu'on puisse... Le sujet sensible de la souffrance invisible, elle accompagne beaucoup les familles, les parents, puis avec William de Nexum Intelligence, ben on parle de l'importance de comprendre que l'intelligence artificielle est pas toujours ton ami quand tu le contrôles pas, c'est-à-dire que tu lui donnes pas de directive. Et on appelle ça dans le langage de l'intelligence artificielle des garde-fous. En anglais, tu appelles ça des guardrails. Et c'est important de donner ça. Puis toi, dans ton travail, Marie-Josée, est-ce que t'en entends parler d'intelligence artificielle? Puisque plus tôt dans la chronique, j'ai dit que les taux de suicide chez les jeunes filles ont augmenté de 167% depuis l'arrivée des téléphones intelligents et de Instagram. Fait que si en plus tu mettais le bot d'intelligence artificielle qui te dit ce que tu vas entendre, ça va pas bien. Fait qu'il faut vraiment aller chercher de l'encadrement. Toi, avec les familles, est-ce que c'est des choses que tu entends, que tu vois? Hey, bon matin tout le monde, bon lundi. Oui, bon lundi, ça commence la semaine, là. Mais j'ai déjà quand même commencé à 7h30 sur un autre sujet de souffrance invisible. Ah oui. Oui, je
pense que la première chose à conseiller, c'est couper vos réseaux sociaux, couper le côté artificiel. Artificiel, c'est retourne aux bases. Reviens à des choses. Rappelle-toi de ton enfance. Qu'est-ce que t'aimais? Qu'est-ce que tu faisais pour te devenir léger, pour que ça soit amusant? Oui. Que mais il y en a qui l'ont pas vécu. T'sais, nous autres, on jouait dehors, puis tout ça, puis on se pétait à la gueule. Puis là, il y en a qui sont nés quasiment avec un téléphone. Fait que il y en a que ça. Oui. C'est Puis jouer dehors. Oui. Là, c'est le plus beau moment de l'année. Vous rappelez-vous de l'odeur de terre mouillée? Oui. L'asphalte avec encore la poussière, les roches, mais t'avais tellement hâte, on jouait, puis le soleil qui est là plus longtemps. C'est des souvenirs incroyables que c'est ça, tu dis, certains jeunes n'ont jamais connu pas de cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'à la maison de l'enfance, je vais faire vivre peut-être des nouvelles, et peut-être souvent, des nouvelles références qu'on va créer pour justement, moi, j'ai pas connu l'odeur de la terre et tout ça. Ben, je vais faire vivre le printemps dans la maison de l'enfance avec une thématique, le jardinage. Puis là, j'ai amené la terre, j'ai amené des pots, différents pots. Puis là, je vais aller jouer avec la métaphore pour venir travailler puis ancrer une nouvelle donnée gagnante, une nouvelle croyance gagnante qui va être servie dans le présent, mais qui va être utile pour la suite des choses, leur futur. Est-ce que les familles utilisent beaucoup l'intelligence artificielle? Est-ce que t'en entends beaucoup parler? Ouais, quand je pose la question aux enfants avec la famille, parce que souvent, ils sont rencontrés ensemble, ils ont toute une réticence. Ah non, faut pas. Mais quand même, je fais ça. Oui, puis on a beaucoup de besoins, les parents, à savoir comment coacher ça. Parce qu'ils ont à se coacher eux-mêmes en passant. Hein. Donc, tu sais, c'est très dur de dire, écoute, coupe ton écran, mais papa, là, il est en train de travailler sur la bourse. Puis j'ai besoin de l'écran pour ma bourse. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est la logique. Puis je serais curieuse, William, t'as un enfant, un beau garçon de 3 ans. Oui. Ça va être quoi, toi, la réglementation par rapport à ça? Tu es un gars qui vit des ordinateurs et de ton cellulaire parce que veux pas, en créant des applications, tu sais, mais tu l'avoues, t'es pas quelqu'un qui est dépendant du scrolling. Non. Mais oublie que tu es la seule personne sur la Terre qui est pas dépendante de ça. Toi, par rapport à l'utilisation... Wow. T'es comme Steve Jobs, tu laisserais pas ton enfant toucher iPhone. Comment ça se passe dans ta vie par rapport à ça? Comme on parlait tantôt, c'est sûr que je vais l'encadrer. Écoute, il y a 3 ans, ça va tellement vite. Je suis en technologie, puis juste se tenir à jour, nous autres, c'est capoté. Puis à un moment donné, faut faire, c'est comme un collègue a dit, à un moment donné, il faut touch grass, là, faut toucher du gazon, là, puis faire comme, OK, faut s'arrêter. Puis c'est la même affaire, pour un enfant, ça va venir d'emblée dans sa vie très vite. Puis d'où là, où est-ce que je peux pas l'empêcher d'être exposé à ça? Donc, si je peux pas l'empêcher d'être exposé à ça, il faut qu'il comprenne bien ce que c'est. C'est comme quelqu'un que t'as des enfants, puis toi, tu sacres pas à la maison. Moi, mon enfant, il sacre pas. Ouais, mais là, t'as pas le contrôle sur la population extérieure. Non, ben c'est ça. Comme t'as pas ce contrôle-là, ben il faut encadrer puis expliquer comment ça fonctionne. Puis comme on disait tantôt, ben écoute, si tu te sers, ça peut être un très bon compagnon d'accompagnement si tu le set up pour que ça le soit. Et voici tous les dangers de pas le faire, puis voici tous les avantages de le faire, où est-ce que tu peux vraiment pousser ta réflexion plus loin. C'est un bel outil. Ça peut devenir le pire cauchemar, ça peut devenir un très bel outil pour l'humanité. C'est bien géré. Mais la souveraineté commence, tu sais, comme dans ta main, sous ton toit quelque part, là. Ouais. C'est toi qui décides déjà un peu comment t'en parles à tes enfants. Tu sais, je pense on parle à nos adolescents des réseaux sociaux. Là. On fait attention aux réseaux sociaux. Tu sais, le monde a l'air d'avoir des vies vraiment hot, puis dans le fond, ils sont malheureux, puis ils se font vomir. Bon, mais c'est la même affaire que l'intelligence artificielle. C'est comme, voici le phénomène, voici, ça va hyper vite, voici tout ce qu'on peut faire avec ça, voici tous les dérapages que ça peut amener aussi. C'est drôle parce que ça me fait penser avant, je vais laisser le micro à Marie-Josée, j'ai vu qu'elle avait le goût de dire quelque chose. Il faut, on disait tantôt, mais il faut quand même, comme tu dis, avoir une bonne relation parce que ça peut être super positif, ça peut être super négatif, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux puis le cellulaire. Mais la nourriture, c'est la même chose. La nourriture, c'est un ennemi puis un ami en même temps parce que une relation saine avec la nourriture, ça reste un enjeu sévère dans la société, encore plus chez les femmes. Alors, je viens de faire le comparatif. C'est la même chose. C'est un couteau à double tranchant. La nourriture, c'est-tu pas beau? C'est l'abondance, la santé, l'énergie. Mais en même temps, ça peut être un ennemi qui rend les gens malades, littéralement.
on dirait que c'est vraiment l'éducation, puis c'est à nous de bien... à nos enfants ou même à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu as par rapport à ça, Marie-Josée, tu t'avais dit? Écoute, je trouvais ça intéressant ce que vous disiez, puis je voulais faire du pouce là-dessus, de savoir bien l'utiliser, l'encadrement. Il y a l'encadrement de temps, puis il y a l'encadrement à l'intérieur, la structure, le contenu. Oui. À l'école, je vous donne un exemple. On a eu les écoles du Québec, quand on avait un enfant diagnostiqué, ou en tout cas on a des numéros, hein. Un 99, il y en a qui savent c'est quoi, on sait pas trop c'est quoi, mais on a un 99, des codes de 54. Comme les pommes, 15, là. Oui. Ah, OK. 15, c'est, je pense que c'est l'autisme. 34, c'est dans les 10-10, là. Dyspraxie, dyscalculie. Donc, quand, là, j'ai un enfant qui est TDAH, qui est codé, là, on leur donne un ordinateur qui est on appelle ça un support technique qu'on leur donne. Mais, il est déjà tout mêlé à s'organiser. Une fois que je donne l'ordinateur, là, je dis, bon, OK, là, on va faire notre dictée. Toi, tu trouves ton ordinateur. Je me suis pas organisé pour le charger, l'ordinateur. Oh! OK, une fois qu'il est chargé. Bon. Oh! Ben, je sais pas dans quoi j'ai mis ça. J'ai pas mis le titre, j'ai pas mis dans quel dossier, j'ai pas de référence, c'est tout éparpillé. T'as tellement raison. Ouais. Là, j'ai le professeur qui va prendre son temps de 16 à 21, 22, 23 élèves, dont à la moitié ont un diagnostic, 3, 4 qu'on sait pas, mais on dit on va les laisser dans ce qu'ils ont parce que bien heureuse ne sait pas trop ce qui se passe, puis on va le laisser voguer. Donc, ça me donne une première. La deuxième, on a eu aussi dans les écoles qui est arrivé l'écran, le Smart Board, là. Écoute, on a reçu ça, là. Je me rappelle à l'époque, là, on était contents, mais on savait même pas comment l'utiliser. Oui. Moi, j'étais allée en Costa Rica, j'ai suivi un cours d'espagnol avec ça. Wow, chez le crime, on utilise 0,01%. Lui, là, il envoyait. Tu sais, c'était pas juste son outil comme le professeur, c'était l'outil pour l'enfant. Fait que l'enfant avait le droit d'y toucher. Là, tu vois, l'école de la Finlande, ça fait à peu près une semaine, 2 semaines que je lis beaucoup d'articles là-dessus. Ils sont en train de couper tout l'écran. On revient dans les crayons, on revient dans le cahier pour la concentration, la vraie concentration multiple, mentale, physique, de temps et d'espace. Oui. On n'est pas surpris. La Finlande était numéro 4 des pays où les femmes sont le moins épuisées. Ils ont beaucoup de réussite par rapport à ça. C'est tellement pertinent. Combien d'entre nous ne suppriment pas ces courriels? Combien d'entre nous ne classent pas ces documents? Combien d'entre nous ont 14 000 photos pas classées? Là-dessus, il y en a 20 000 qui sont floues. On s'en sort comment? On fait quoi? Pour vrai, on devrait revenir à la base des formations de ça. Tu sais, des formations, parce que, tu sais, toi, William, t'es un homme à part. Je vais te lancer des fleurs. Ça bien, commencer la semaine. Ici. Non, mais tu sais, t'es pas mon public cible de mon application MyScroll, parce que toi, t'es carrément, en fait, c'est pas vrai, tu vas l'utiliser pareil pour d'autres, mais t'es un homme extrêmement classé, mais la plupart des gens, c'est pas tout le monde qui ont la capacité de faire des dossiers, des sous-dossiers, puis savoir où catégoriser, puis comment aussi utiliser les outils. Fait qu'on se ramène à la vie. T'es un humain, hein, Marie-Josée, puis c'est ça ton travail. Oui. T'es une boîte à outils, donc tu vas utiliser tes outils pour que la mise en forme de l'enfant ou de l'adulte, t'as beau avoir un humain parfait, mais si c'est pas comment s'utiliser lui-même, t'as beau avoir un ordinateur parfait, peu importe là, que tu sois Mac ou PC, là, mais tu sais pas comment ouvrir des programmes, ça sert à rien. Oui, c'est pour ça que je reviens avec des outils. J'ai acheté des calendriers plastifiés déjà pour travailler, aimantés. Puis là, la personne crée j'appelle ça projeter le futur, ton horaire de rêve. Oh! Ouais. Au lieu de travailler tout le temps dans le négatif, qu'est-ce que tu ne veux pas, parce qu'il dit absolument rien de ce que tu veux. Bon, on va vraiment déjà projeter en ligne en entrée de jeu. Qu'est-ce que tu veux voir? Puis là, il écrit, puis on fait des associations de couleurs. J'aimante ça sur le frigidaire. Je m'en vais prendre un cerceau. Il va par terre, puis il recrée concrètement son horaire. Il dit, moi, là, dans mon horaire, j'ai de l'argent, là. Ici, là, il faut que j'aille payer ça, là. Alors, je donne de l'argent à Monopoly plastifié. Oui. Puis là, il place. Il dit, ben là, moi, dans mon monde idéal, j'ai à peu près 1 million. Je suis prêt. Je suis avec 1 million, puis j'ai vraiment 1 million de Monopoly. Je donne. Je dis, là, ça va avoir une manette, là. Fait qu'il rouvre la manette. Il dit, ça, j'ai aussi les loisirs des enfants, là. Baseball. J'ai une mythe de baseball. Tu le mets là. Et là, on travaille. Il fait un parcours qui représente, dans le fond, la ligne du temps. Oui.
Puis là, il les place, puis là, il leur fait le parcours. Tu le fais au ralenti. Tu le fais rapidement. Comment tu pourrais le faire le mieux possible pour toi à la fin? Fait que là, ça devient concret, puis il dit, OK, hey, j'avais oublié. Mon horaire, là, c'était juste des tâches. C'est pour ça que ça marchait pas. J'ai même pas mis ce que j'aimais. J'ai juste mis ce que je devais faire. Ouais. C'est drôle parce que des fois, là, William, justement, il m'arrive chose. Et je veux faire ça parce que je suis une fille qui est. Ça a beaucoup de positifs, c'est pas pour rien que j'ai un micro. Je suis très spontanée, j'ai beaucoup de réparties, je suis très débrouillarde, mais l'organisationnel, moyen. C'est pas vrai parce que, mettons, 7 sur 10, quand même, je me suis beaucoup améliorée. Alors, je vais créer mon horaire. Et là, je veux vraiment un horaire là, avec des blocs, parce que ça, c'est une technique à la Elon Musk, je pense, là, faire des blocs, un bloc de temps. Mais j'ai oublié de marcher le chien, aller au gym. Tu sais, prendre ma douche. C'est ça qui arrive, c'est que ce que tu fais, l'outil, c'est super pertinent parce que c'est complexe et ça revient à la charge mentale qu'on parlait plutôt en épisode avec Lamia, la charge mentale de la femme. Pas que c'est difficile, mais ça prend du travail de bien compartimenter nos journées, nos semaines pour arriver à ne pas être épuisé puis arriver à bien fonctionner comme on fait avec notre ordinateur. Combien de temps ça te prend quand tu changes de téléphone, tout remettre tes applications? Tes mots de passe, c'est long, là. Mais c'est ça. On dirait. Pas avec ton iPhone, là, ça prend, tu transfères. Hey, combien de fois j'ai vu du monde publier sur. Excuse-moi, écoute bien. Combien de fois j'ai vu sur Facebook du monde dire j'ai tout perdu mes contacts. Puis c'était tout le temps iPhone parce que moi j'ai toujours eu Google. C'est ce monde-là, là? On veut leur parler. C'est quoi cette affaire-là? Ça a déjà été moi, le monde. OK, bon, d'accord. Mais moi, je suis une bisexuelle parce que maintenant j'ai Android et Apple. Ah, donc, t'es aux deux. Je suis aux deux. Ouais. Comme mon père il disait, il était lesbienne. Bon, sur cette joke. Oui. Nous disions que tu aides Marie-Josée Bertrand à organiser les gens dans leur quotidien, les enfants, dans leur être entier aussi. Concrètement. Avec le parent aussi, là. Parce que le parent, il est là, bon, moi, là, il y a le baseball, il y a ci, il y a ça. Puis on le met dans la ligne du temps. Puis là, il le fait avec l'enfant. OK, je l'habille. Non. Là, à un moment donné, il s'arrête. Je l'envoie sur une échelle. Et puis là, il la regarde de haut. Puis je dis, qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu remarques? Mais ça n'a pas de bon sens. Il y a bien trop de choses dans l'horaire. Je suis épuisée, puis je suis rendue au 2e élément, puis j'en ai 12. Moi, je savais que 12, mais il faut qu'il vive. Ouais. Fait que là, quel premier élément que tu trouves qui serait impertinent de l'enlever? Je suis en train de l'aider à décharger son horaire. Concrètement, le processus est déjà enclenché dans la maison de l'enfance. C'est vraiment intéressant parce que à quel point que c'est fusionnel vos deux entités complètement différentes. William est la meilleure personne pour structurer, optimiser les entreprises avec son travail avec Nexum Intelligence, avec les audits. Maison, ça fait dur, là. Parce que là, c'est là qu'il faut que je relâche à quelque part. Ah non, mais je suis sûre que non, là. Non, ça fait pas dur, mais c'est l'exemple que je disais tantôt, là. Ma blonde, elle sait que, tu sais, dans le travail, là, tu sais, je suis comme, bon, ben classé, puis là, bon, la structure, puis à la maison, c'est comme, c'est quel jour la poubelle, puis la récup, tu sais. Pour elle, c'est pas comprenable. Mais moi, c'est comme ma rébellion, c'est comme, hey, je suis assez, tu sais, de même dans le travail que là, tu sais, à la maison, faut que je me donne un peu de lousse parce que sinon, à un moment donné, c'est... Vous allez exploser. Oui. Et c'est pour ça que ça se ramène à, quand tu consultes Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance, bon, OK, là, moi, je vais exploser, mon chum va exploser, il est où le chemin, il est où le terrain d'entente? Bon, ben, nomme tes besoins, OK, il est où le terrain d'entente? Et on le fait vraiment concrètement. Les gens vont écrire, chacun vont aller même chercher un objet qui symbolise ce qui se passe. Ils sont dans 2 cercles différents. Puis après, je dis, la maman va dans le cercle à papa, papa va dans le cercle à maman. Qu'est-ce que tu trouves? Ben, il y a ton pain des pépilles. Ben oui, elle l'a dit qu'elle était surchargée mentalement. Ah, là, écoute, je me sens toute pognée. Moi, je tasserais ça, je te tasserais ça. Qu'est-ce que tu amènerais dans ton cercle? Ben, je l'amènerais pas dans le cercle, je le mettrais dans le milieu. Oh! On vient de créer un nouvel espace. Ouais. On vient de dégager 2 espaces en même temps que j'avais même pas pensé. C'est les parents, c'est les gens qui m'amènent. Moi, je suis en dessous, je fais juste le levier pour donner de la hauteur en posant des questions puissantes puis en les mettant en mouvement. Avec des actions concrètes en déplaçant des objets, parce que des fois, on est saturé avec notre cerveau, justement. Fait qu'en faisant des exercices comme toi, imagés, structuré avec des objets physiques, ben les gens sont en mesure de voir, puis l'homme, il comprend jamais qu'il est père sans l'air avant qu'il voie le bébé. Est-ce que t'as vraiment... C'est tout. Ben, moi, je réalisais, là, quand même. T'es un homme d'exception. Oui, ben, c'est ça. C'est ça. Hey,
c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup en humour, puis c'est ça qui est le fun. Il faut comprendre que quand j'amenais le sujet de souffrir en silence, c'est que il faut pas se laisser seul dans notre tête, dans la rumination, parce qu'il y a des gens, il y a des outils. Puis là, les outils que j'ai voulu vous donner aujourd'hui, c'est justement avec William, qu'on a parlé justement de comment travailler intelligemment avec ton fameux chat GPT, que ce soit Claude, en mettant des garde-fous pour être certain de pas dévier, dériver, pour ne pas tomber, comme je disais tellement Héloïse, dans le ravin. Parce que chat GPT, il s'en fout, il va te prendre la main, il va t'amener jusque dans le fond. C'est pas un humain. Puis, Marie-Josée, toi, t'amènes l'encadrement concret dans le temps réel, ici et maintenant, par rapport à justement ne pas se laisser, parce que comme je dis souvent, t'es pas juste accompagnatrice d'enfants, de famille, tu as des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Oui, j'ai de tout. Même un ami. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment une variété de gens. Puis la souffrance silencieuse, là, elle est omniprésente en ce moment. On dirait qu'on pense que c'est toujours à l'automne, mais c'est beaucoup plus au printemps qu'on revoit là toutes ces souffrances-là internes. Ça paraît pas, c'est interne. Ça a l'air bien beau à la surface. L'eau est claire. Mais si tu descends un petit peu, là, hop là, on a du stock. Puis souvent, les gens, ils me parlent d'un problème, puis finalement, l'intimidation, une souffrance, on dit, mon enfant a fait de l'intimidation. Finalement, écoute, dans la technique, je me rends compte que la mère, tout d'un coup, elle nous dit, moi aussi, j'en ai vécu de l'intimidation. Moi, ça se passait dans l'autobus. What? OK, j'ai double résonance. Je vais reprendre un rendez-vous avec maman pour qu'on puisse aller dans son jardin secret tout en donnant justement une solidification, donner un filet de sécurité pour elle. Parce que là, j'avais l'enfant, j'ouvre pas des boîtes de Pandore pour rien, surtout pas à 10 minutes à la fin d'une rencontre. Mais après, j'ai pris un temps de bienveillance, d'être avec elle. Puis là, on est allé travailler son enfance à elle, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça résonne. Puis comment tu vas pouvoir accompagner deux personnes, finalement, elle. Elle a pensé qu'elle accompagnait juste son enfant, mais elle s'accompagne elle-même. Alors, comment qu'on peut te rejoindre, Marie-Josée, quand on veut communiquer avec toi? Rapidement, encore, très humainement, au 418-831-2144. Les gens restent très surpris que je rappelle dans les 24 heures. C'est je suis capable encore, j'incarne l'humanité. L'autre côté, c'est aussi envoyer un email info@lamaisondelenfance.com. Allez me voir sur Facebook. Vous allez aussi aller voir mon site web. Puis, c'est ça. Là, et Clic Santé, t'es disponible sur Clic Santé aussi. Rythma aussi, qui fait la facturation de tous ceux qui se sont assurés par différentes façons avec leur travail. Ça donne une ouverture aussi haute là pour pouvoir avoir accès. Et je suis fournisseur de IVAC. Ça donne un autre gros accès à la société là, pour que ça puisse décharger puis être pris le plus rapidement. Des fois, c'est de la prévention, mais la prévention est aussi importante que l'action aujourd'hui, maintenant. Donc, je pense que c'est peut-être même plus. Oui. Et d'ailleurs, on se revoit la semaine prochaine de toute façon. Tu es toujours en monde avec moi. Et pour finir, William, j'aime beaucoup à utiliser tes connaissances. Reste que toi, tu es un homme de multi-connaissances, mais avec ton apport, parce que l'intelligence artificielle, ça va tellement vite, la technologie. Merci de nous apporter tes connaissances. Mais surtout, parle-nous un peu pour terminer qui tu es, qu'est-ce que tu es aussi professionnellement et comment on peut te rejoindre lorsqu'on est une entreprise. Écoute, je suis un homme multidimensionnel. Je suis en intelligence artificielle pour le travail, nexumintelligence.ai. Excusez, c'est en anglais ça. Puis on accompagne les entreprises justement dans cette espèce de virage là parce qu'il y a de quoi en perdre son latin, même pour nous. Donc on fait ça, on fait des audits dans le fond. C'est souvent notre porte d'entrée pour notre associé qui est à Londres, qui s'appelle Carly Myers, qui est connue, elle appelle ça de Clarity Currency. C'est un peu l'espèce de la monnaie de la clarté. La monnaie de la clarté. Ça devient une monnaie dans le sens que pour les entreprises, ça va tellement vite. Avant, on leur parlait puis ils disaient,
why bother, là, tu sais, pourquoi on regarderait ça? Puis là, c'est plus eux qui viennent puis font comme là, faut l'attraper quelque part, mais on sait juste pas où. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses. C'est un peu ça qu'on fait. Fait en faisant cette analyse-là, on sait précisément, puis après ça, on est capable de les accompagner. Où ils peuvent aller se faire coter ailleurs ou whatever, c'est tellement clair rendu là. Puis il faut que ce soit évolutif parce que la technologie de l'intelligence artificielle va tellement vite qu'il faut aussi que quand on fait quelque chose, que ce soit périn. Donc on a toute cette espèce d'accompagnement-là qui est vraiment important, de pas faire un plaster là, puis qui sont obligés de ressortir un autre gros montant dans un an et demi, ce qui est vraiment pas exagéré. J'ai comme une image là, d'une entreprise qui achète une grue mécanique extraordinaire, qui est la technologie fine point, qui va économiser beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de pilote. Puis ils savent pas comment elle fonctionne. C'est ça, l'intelligence artificielle, ça sert absolument à rien si t'as pas quelqu'un pour l'optimiser. Puis encore là, si tu sais comment l'utiliser, mais tu sais pas comment la contrôler parce que justement, t'as pas de garde-fou. Puis ça va à une vitesse grand V. Fait que moi, je suis chanceuse de vous avoir au micro avec moi. Alors, William. d'être invité aussi. Oui, on va se revoir, William Rousseau aussi, c'est sûr. Merci à tout le monde d'avoir été en ondes. T'as écouté le show déprogrammé qui va à contre-courant, mais dans le bon sens, avec Priscilla Audet à CJMD 96.9. Lévis, je te souhaite une magnifique journée. Puis si tu souffres en silence, dis-toi que t'es pas tout seul, puis que tout peut bien aller. Puis moi, tout ce que je veux te dire, c'est que je veux que t'ailles bien. Puis j'ai envie de te dire que je t'aime. Passe une belle journée.